Bonjour Cédric, comment vas-tu? Salut Virginie, ça va super bien, merci beaucoup. Et toi? Je vais très très bien, je suis vraiment ravie de t'accueillir ici, au studio Pomelo, à Montpellier, où l'agence des pépites se délocalise pour venir faire cette interview avec toi. Donc vraiment, je suis très heureuse de vivre ce moment en face à face. Ça fait du bien, les connexions comme ça. Et déjà, j'ai envie de te demander si tu es prêt à révéler ta véritable identité. Ça commence fort. Ouais, on y va, je suis là pour ça. Allez, on est là pour ça. Et écoute, juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai des petites questions, mais quand même, je vais te présenter. Ouais. Cédric Esserméan, tu es médium d'affaires et tu as perfectionné ces 3 dernières années l'approche Intuitech, une méthode révolutionnaire pour se libérer des freins inconscients qui empêchent de trouver un équilibre professionnel, personnel et familial sain. Alors, tu es expert et chercheur en énergétique appliquée et cela fait de toi un pionnier de la nouvelle génération de dirigeants. Je suis très honorée d'être à tes côtés aujourd'hui. Tu veux permettre à chaque entrepreneur de performer professionnellement tout en ayant une vie personnelle et familiale équilibrée. Tu es revenu récemment d'un tour du monde d'1 an avec ta femme, Claudine, et tes 2 filles, tout en multipliant par 2,5 ton chiffre d'affaires. Quoi, tout est possible. Tu as créé le label Césule pour garantir la supervision des professionnels que tu as formés à la lecture énergétique libératoire et au scan business. Et ce sont des pratiques qui vont révolutionner les métiers de l'accompagnement ainsi que l'entrepreneuriat dans les années à venir. Merci de ta présence aujourd'hui, Cédric. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, comme je disais, j'aimerais te proposer un petit jeu de questions-réponses spontanées. Est-ce que t'es joueur? Ouais, grave. Vas-y. T'as le droit à un joker, quand même. Je préfère, comme ça, au moins, vas-y. tu peux l'utiliser. Même pas peur. Même pas peur. Alors, Cédric, peux-tu te présenter en 3 mots? Et le D apostrophe, c'est pas un mot, hein. Donc, tu peux pas dire médium d'affaires. Ok. Non, j'étais sur des... oui. Ok. Efficient. Visionnaire. Passionné. Quelle est la prochaine chose que tu souhaites apprendre? À jouer du piano. Ok. Quel est ton super pouvoir? Lequel je vais choisir? Je dirais simplifier. Ok. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Ma femme. Ça change forcément de vie. Ça donne la vie et ça peut changer de vie. Si tu pouvais dîner avec une personnalité connue, ce serait qui et pourquoi? Anthony Robbins, pour lui permettre de mettre à jour sa façon de travailler. J'adore. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Quand est-ce que tu vas arrêter avec ce putain de perfectionnisme à la con? Ok. Ta devinette courte préférée? Ok, on y va avec celle-là. Qu'est-ce qui passe par la tête d'une mouche qui s'écrase contre une vitre? Son cul. Ok, c'était très court. Straight to the point. Quel est ton mot préféré? Efficience. Très bien. Quelle est la prochaine action audacieuse que tu t'engages à faire dans les prochains jours? Celle-là, c'est délicat parce que la grosse action que j'avais peur de faire, je l'ai posée lundi. La prochaine, j'y ai pas encore pensé. On t'écoute? Je vais dire interviewer François Lemay, mais ça, c'est trop confortable. S'il est déjà d'accord. Je pense que ça va être sortir un site web avec marqué en gros médium d'affaires. Ok, ça marche. On regardera dans les prochains jours. Alors, prochain jour, ça va être... il n'est pas prêt, ça peut être mais c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Voilà. C'est la prochaine étape. Quelle habitude ou manie, je sais pas, manie personnelle as-tu, qu'elle soit surprenante ou pas? Me remettre en question moi-même en premier. Okay. Si tu pouvais remonter le temps, que dirais-tu à ton toi plus jeune? Fonce, t'occupe pas des autres. Quelle trace de ton passage souhaites-tu laisser en ce monde? C'est marrant parce que c'est déjà ce qu'on est en train de faire, une école. Génial.
Dernière question. Quelle est la prochaine personne que tu vas appeler et pourquoi? J'ai une cliente pour lui proposer un angle de vue qu'elle a du mal à saisir pour lui permettre de passer au step d'après. Génial. Merci pour ce petit jeu déjà. Donc pas de joker utilisé, mais il n'est pas valable après pour les autres questions. Hein. C'était que pour le départ. Donc Cédric Esserméan, médium d'affaires. Merci encore une fois d'être là aujourd'hui avec moi. On a parlé tout à l'heure de ton super pouvoir. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde d'un coup de baguette magique, en lien avec ton activité, ce serait quoi? De façon très égoïste, je dirais que ça serait de permettre aux gens d'ouvrir les yeux, mais en même temps, je sais que s'ils ont certains angles morts, et finalement on en a tous, c'est parce que c'est là où ils en sont et que la vie est un chemin. Donc c'est délicat parce que on pourrait marcher sur la ligne d'aller vouloir sauver quelqu'un ou tout le monde, tu vois, sur cette réponse. Donc je crois fondamentalement que le monde, il est parfait tel qu'il est dans toutes ses imperfections et que ça concerne surtout les humains qui ont besoin de cheminer par eux-mêmes. Donc j'ai pas envie de changer grand-chose. Ok. Toi, en tant qu'humain, parce qu'on a dit, bon, la baguette magique, on va peut-être pas l'utiliser, mais justement, en tant qu'humain, c'est quoi ta mission en tant qu'humain? Médium, tu as dit médium, est-ce qu'on y va un peu là-dessus? Qu'est-ce qu'un médium? La différence peut-être avec un coach, un thérapeute? Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que toi tu fais dans ce monde? Ma mission, c'est pas d'être médium. Être médium, c'est un véhicule, c'est une fonction qui me permet c'est un moyen. Et en fait, je dirais plutôt que ma mission ressemble beaucoup plus à raccourcir le chemin qui permet d'aller vers l'épanouissement. Je dirais que c'est ça ma mission, ma vocation finalement. C'est favoriser, faciliter l'épanouissement personnel, notamment à travers son activité d'indépendant, son entreprise, qui là encore sont que des moyens et des capsules. Mais au fond, c'est pas l'entreprise qui m'intéresse, c'est l'humain qui est à l'intérieur. Tu parlais tout à l'heure d'efficience, de simplicité, donc on est là, on tourne autour de ces mots. Ouais. L'idée, c'est pas de faire des transformations un petit peu forcées, mais d'améliorer, que ça soit plus fluide. C'est ça ta mission? En fait, c'est ça. C'est vraiment un chemin de simplification, de retour à la simplicité qui est déjà présente à l'intérieur de nous. Bien souvent, lorsqu'on va vouloir améliorer les choses, on va rentrer dans un processus où on va rajouter de la complexité, de la technicité. Là, la proposition, c'est de faire le chemin à l'inverse. C'est d'aller descendre dans la simplicité de la nature de ce que nous sommes, qui n'est pas qui nous sommes. Et on va retrouver des choses extrêmement simples, mais totalement fondamentales, et qui, lorsqu'on s'y reconnecte, changent absolument tout. Okay. Qu'est-ce qui fait, Cédric, dans ton histoire, que tu es là où tu es aujourd'hui, si on remonte à certains moments de ta vie? Alors la réponse courte, c'est la résilience. Ok. Et la réponse un peu plus longue? La réponse un peu plus longue, c'est qu'à travers toutes les péripéties de ma vie personnelle et professionnelle, en fait, à chaque fois, ça a été des grands morceaux, des grandes tranches d'apprentissage qui m'amenaient à l'étape d'après, Donc évidemment, il n'y a pas... je dis souvent, j'ai eu du succès du jour au lendemain, mais ça a pris 12 ans à arriver. Et ça, c'est juste sur le plan professionnel en tant qu'indépendant, parce que j'ai eu une carrière professionnelle avant de me mettre à mon compte, etc. Mais je pense, je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai jamais été tout seul. Je suis en couple avec celle qui est aujourd'hui ma femme, ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Et elle a, de toute façon, énormément contribué à cet effet de continuité, pendant lequel, en fait, à chaque fois que je doutais, à chaque fois que j'étais dans mes hauts ou dans mes bas, à chaque fois, en fait, elle amenait une sorte de fil qui tenait le truc. C'était la rampe, la rambarde, tu vois, qui me permettait justement de garder le cap. Et ouais, elle a beaucoup participé à cette notion de résilience aussi. On en parlait tout à l'heure, elle me disait, c'est qu'elle n'a jamais remis en question ma capacité à avoir grand ou à tenter des trucs un peu audacieux. Et jamais, même quand je partais dans des projets totalement fous ou dans des trucs qui étaient voués à l'échec, jamais une seule fois elle m'a dit ne le fais pas. Une confiance absolue. Ouais,
Ouais, on peut presque dire aveugle. J'ai pas voulu dire aveugle. Mais je pense qu'absolu est un meilleur mot. Ouais. Oui, parce qu'aveugle, il y a une notion de je veux pas voir ou je ne vois pas. C'est ça. Absolu, c'est je vois, je fais confiance. C'est ça. C'est ça. Et c'est toute la différence, c'est justement, je sais pas, j'accepte que je sais pas, c'est ok de pas savoir, et on verra bien. Et non pas, on veut tout border à l'avance pour être sûr que ça va marcher, parce que là, on se met à mettre du contrôle, et on bousille absolument toute la magie que la vie peut nous apporter sur le chemin, dont on soupçonne à peine l'existence, et pour peu qu'on lui laisse un minimum de place, ça devient totalement magique. Il y a une notion de confiance en quelque chose qu'on ne comprend pas, peut-être qu'on ne voit pas. Comment t'es arrivé à avoir cette confiance justement que t'es soutenu, que t'es guidé peut-être T'es pas né avec cette confiance. Non. En fait, il y a eu un déclencheur. En 2014, je commence à faire du coaching. Et une de mes toutes premières clientes me dit en séance, « Ah, mais moi, ça va super bien aujourd'hui. Je viens de passer 5 jours avec les archanges à la maison. » Et elle commence à me raconter ça. Et moi, j'avais aucune idée de quoi elle me parlait. L'énergétique, tout ce monde spirituel, j'avais zéro intérêt ou même idée que ça existe. Et elle me raconte ça. Et là, j'ai un appel. Je dis, « Je veux le faire. » Et ça a été il y a eu un vrai avant-après qui m'a emmené rapidement à rencontrer des médiums, faire des immersions, des initiations en énergétique, en spiritualité, en machin. Donc là, c'était un chemin d'exploration qui a été assez franc, mais il se trouve que j'ai tendance à aller vite. J'ai un rythme personnel assez important. Je suis quelqu'un de très curieux. J'aurais pu mettre dans ces mots-là quand tu m'as posé la question tout à l'heure. Vitesse, curiosité, soif d'apprendre. C'est ça, je suis un gosse hyper curieux en fait. Et donc il y avait cette soif de découvrir ces mondes-là qui étaient totalement nouveaux. Et même si je viens d'une éducation académique technique, j'ai été formé en électronique et en électrotechnique, donc pas grand-chose qui a priori me prédisposait à faire ce métier-là au départ. J'ai toujours laissé sa chance aux choses de l'extérieur, mais je pense que petit, je devais être connecté à des trucs. Je me rappelle avoir eu ce flash-là dans une formation récente où j'ai réalisé à l'âge de 8 ans que je souffrais beaucoup trop émotionnellement de ce qui se passait dans ma vie et j'ai décidé de couper parce que je comprenais pas, parce que je gérais pas, parce que je me sentais très seul. Et au final, quelques années plus tard, je me rends compte que on n'est jamais vraiment seul. Même si je pars 3 jours en rando tout seul en montagne, quand je marche, je suis pas tout seul. Donc t'as senti qu'effectivement t'étais porté, tu l'as senti dans ton corps presque, c'est pas le cerveau qui a compris comment... Ouais, c'est une impression. J'ai l'impression de... Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on enseigne la lecture énergétique libératoire à nos clients, à certains d'entre eux. On leur dit, en fait, ce qu'on cherche, c'est pas une sensation qui est aussi forte qu'une émotion. C'est une perception. Je ressens une émotion et je perçois des choses qui sont plus fines, plus subtiles, plus délicates. Et c'est pas la même membrane à l'intérieur de nous, ça se positionne pas au même endroit. Et effectivement, on leur dit, voilà, vous cherchez une perception, une impression, une sensation, mais qui est beaucoup plus délicate qu'une grosse émotion de joie, de colère ou de culpabilité, qui est vraiment plus massive. Ouais, c'est beaucoup plus subtil en fait. C'est ça. Ouais, okay. J'ai envie de te demander, tu penses que les gens te voient comment? Alors, c'est surprenant parce que j'ai plusieurs amis qui m'ont dit récemment, ah mais toi t'es un leader. J'ai dit, de quoi tu parles? Et elle me dit, bah si, c'est évident, tu fais partie des leaders du marché de... c'est pas évident, donc je découvre, mais c'est très récent, je te parle il y a quelques semaines, tu vois, avec du feedback, que visiblement il y a des gens qui me voient beaucoup plus avancé que ce que moi je me vois moi-même, si tu veux. Donc je découvre un petit peu ça avec surprise, plaisir aussi de me dire, bah tiens, c'est intéressant. Et voilà, donc il y a ce côté leadership qui m'a été remonté dans les feedbacks que j'ai reçus. On m'a dit aussi, oui, t'as l'air de savoir exactement ce que tu fais, t'affirmes des choses de façon un peu posée, etc. Donc voilà, c'est les retours que j'ai, mais ouais. Je pense que c'est incomplet. Ouais. Et après, il faudra filer le micro à quelqu'un d'autre pour avoir la réponse. C'est ça, parce que tu dis, c'est surprenant, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un côté étourdissant aussi ou pas quand on te fait des retours comme ça, ou est-ce que c'est ok, c'est je reçois et c'est bien ok, ou c'est je reçois et waouh, il se passe un truc là que j'avais pas bien compris. Comment tu le reçois?
Non, à ce stade, ça va. À ce stade, ça va. J'ai déjà été capitaine d'une équipe, j'ai déjà été coach en équipe de France, donc prendre de l'ampleur, du leadership, etc., c'est des postes que j'ai déjà occupés dans toutes les années passées. Donc là où j'en suis, pour l'instant, ça me bouge pas. Okay. Mais le jour où ça prend plus d'ampleur, je pense que... Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. C'était pas par rapport à de la notoriété, mais c'était avec de l'argent. On a fait un super beau lancement, on se retrouve avec beaucoup d'argent sur le compte. Et là, j'ai commencé à vriller. C'est-à-dire que je me suis pris pour un autre, j'ai perdu mon identité. Et pendant un an, ça a été une grosse traversée du désert parce que justement, ça m'avait bougé à l'endroit où j'avais vraiment pas vu venir. Donc, on fera très attention à ça pour les prochaines fois. Mais non, après, on sait jamais trop comment ça peut se présenter. Tu dis, j'ai vrillé. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es rendu compte au moment où ça se faisait ou c'est après coup, tu dis, oh là, c'était plus trop moi? Non, c'était après. C'était après? C'était après. Il s'est passé au moins 2 mois avant que, encore une fois, on ait un feedback, on ait des amis qui nous appellent, des anciens clients qui sont devenus des amis qui nous disent, mais ça va? Ben ouais, ça va. Ah, parce que dans le live, je t'ai senti super énervé, t'étais pressé et tout. Je dis, ah non, pas énervé. Il y a 2 jours, j'étais très énervé, mais là, ça va bien. Sauf qu'il y a 2 jours, c'était l'enfer total et que là, on avait apaisé le truc, mais on était quand même à un endroit où... Et c'est encore une fois parce qu'on a eu du feedback de l'extérieur, bienveillant de la part d'amis qui nous ont dit, mais est-ce que ça va? On s'est rendu compte que ça allait pas. Et que ça faisait 2 mois qu'on était sur les nerfs et qu'on enchaînait, on faisait des conneries à l'appel. Et voilà. Et en fait, tout ce qui nous arrivait à cette période-là où on avait dit, on était au Mexique pendant le tour du monde et on a dit, ah, le Mexique, mais c'est pas le Mexique. C'est nous qui avions créé tout ce bordel et il fallait comprendre pourquoi, mais ça a mis presque un an. Et justement, qu'est-ce que tu as compris? Alors, tu dis, il fallait comprendre pourquoi. C'est quoi la découverte de ce que tu as compris à ce moment-là? La première chose, c'est que j'ai cru que j'étais arrivé quelque part. Ce lancement qui avait bien marché, j'ai cru que j'étais arrivé à un certain niveau de succès, entre guillemets. Sauf que ce que je savais pas, et heureusement, c'est Ludovic Leroux et François Lemay qui m'ont expliqué ça. Ils m'ont dit, en fait, t'as vécu un pic. Pas un plateau, pas un changement de plateau, un changement de seuil, mais un pic. Donc, moi, j'ai cru que j'étais arrivé là-haut, sauf que ma réalité était redescendue. Et donc, cet écart-là a créé une souffrance colossale. Donc ça, c'est sur le plan de l'entrepreneuriat. Sur le plan de l'identité, j'ai cru que j'étais devenu quelqu'un qui avait du succès, machin. Donc évidemment, mon comportement a beaucoup changé vis-à-vis de mes relations proches, des amis, peut-être de ma famille, etc. Donc certains ont eu la délicatesse de pas forcément me le faire remarquer. Mais moi, je voyais bien que le monde, c'est comme si le monde avait changé, tu vois. Mais ça, je m'en suis aperçu qu'après. Ouais. Qu'est-ce que tu crois que les gens ne voient pas de toi et que tu aimerais qu'ils voient un peu plus? Alors ça, par contre, ça, j'avoue que c'est une sorte de frustration qui traîne depuis très longtemps. C'est d'ailleurs une des idées qui est à l'origine de la volonté de vouloir s'expatrier au Canada il y a 3 ans maintenant. C'était c'est comme s'il y avait une sorte d'écart culturel où je me sentais plus proche de l'Amérique du Nord que de la France en termes de culture, d'entrepreneuriat, de tenter des trucs. Moi, j'ai une grosse tendance d'innovation, de vouloir amener des choses nouvelles pour faire avancer les choses. Un de mes amis m'a dit il y a longtemps, t'es comme un chasse-neige, j'ouvre la voie, tu vois. Et ça, j'adore. Mais du coup, je me sens pas toujours compris. Et j'essaie de gesticuler en disant, symboliquement, en disant, mais voyez pas les gars, comme c'est génial! Et tout le monde s'en fout. Et là, je suis, donc, il y a, j'aimerais arriver à transmettre ce que je vois, ce que je sens, ce que je perçois, ce que j'anticipe peut-être, notamment sur la notion d'ouvrir des nouvelles voies. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as dit dans la présentation, le côté un peu pionnier. Ça me ressemble aussi énormément. Et j'aimerais qu'il y ait peut-être plus de gens qui se rendent compte de ce que j'arrive à voir, mais je pense que ça a juste un lien avec mon incapacité actuelle à faire comprendre et à transmettre le message finalement. Ouais. Bon, c'est un chemin et c'est quand même un bon chemin. Ouais. Révéler sa véritable identité, on l'a dit en introduction, hein, c'est ce que tu amènes tes clients à faire. Et pour toi, est-ce que c'est difficile? Alors tu dis, voilà, j'aimerais que les gens voient un peu plus ce que j'ai envie de faire, mais si on parle vraiment de ton identité, est-ce que c'est difficile pour toi de la révéler, de la montrer? Je dirais pas difficile, je dirais progressif. Okay. C'est un chemin qui est pas un chemin laborieux, qui est pas quelque chose dans lequel je suis en train de forcer, mais c'est plutôt des petites prises de conscience successives qui fait que je me rapproche de qui je suis vraiment. Et vraiment cette notion d'identité, elle est souvent mal comprise. On me dit mais je comprends pas, tu fais la distinction, Cédric, entre qui je suis et la nature de ce que je suis, et ça paraît un peu vague. Mais quand on comprend que le fonctionnement de l'ego humain
c'est justement de nous approprier une identité pour faire que Cédric et Virginie, c'est pas la même personne, et que mon psychisme puisse s'en rendre compte. Et donc du coup, il y a tous les phénomènes d'identité. Donc du coup, on a bien souvent un titre professionnel. Donc aujourd'hui, médium d'affaires, mais avant j'étais technicien en industrie ou coach ou peu importe. Et très souvent, quand on s'accroche à son titre professionnel, on fait de son métier son identité, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes derrière. La véritable identité est quelque chose de plus profond, encore une fois, qui va beaucoup plus vers de la simplicité. Et la délicatesse, c'est que c'est difficile à nommer. Parce que la véritable nature de ce qu'on est n'est pas une étiquette, mais c'est une expérience, c'est une sensation. Et ma meilleure façon de le nommer aujourd'hui, pour définir ma véritable identité, c'est un enfant curieux, joueur et curieux. C'est mon amie Elodie qui m'a amené à cet endroit-là, et j'ai dit oui, ça c'est l'expérience que je fais de moi-même lorsque j'arrête d'essayer d'être un adulte convenable et que finalement je m'en fous. Si je m'en fous de tout, qu'il n'y a aucune contrainte et que je fais vraiment ce que je veux, bah je suis un gamin joueur et curieux. Voilà. Et donc du coup, j'ai réussi à nommer cette sensation, cette expérience, mais ça parle surtout de la joie, de l'enthousiasme, une espèce de truc, mais c'est une sensation, une expérience. Est-ce que tu penses qu'on est tous comme ça, de cet enfant joueur en nous? Est-ce qu'au final, c'est tout ce qu'on recherche ou pas? Alors, ça, c'est la nature de ce que moi j'ai trouvé. Je pense qu'on a tous une nature de ce qu'on est, et pour certains, ça va être un enfant joueur, pour certains, ça va être autre chose. Je pense qu'il y en a de toute façon tous cette part enfant qui rêverait d'avoir plus de place, parce qu'on a tous appris à être des adultes convenables, qui respectent les normes sociales, etc. Mais c'est comme le vélo. Si on réenforce la selle, on va retrouver en fait. Mais il faut se donner la permission. Oui, c'est ça. Il y a une notion de permission parce qu'on oublie aussi, pour X et X raisons dans notre parcours de vie, on oublie qui on était enfant et le retrouver. Exactement. Et finalement, c'est probablement l'écueil le plus important que je retrouve chez tous les clients qui me contactent. Alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment une tendance. Et j'ai de plus en plus, je suis contacté de plus en plus par des entrepreneurs de plus en plus avancés qui suivent une sorte de trajectoire un peu tous similaire. C'est, je me sens vidé, je me sens brûlé, j'ai perdu le plaisir, j'ai perdu l'audace, voilà, je fais les choses en forçant et je m'emmerde en fait. Et surtout, je m'épuise. Et en fait, l'idée, c'est de les ramener parce qu'ils ont oublié, ils se sont éloignés de la nature de ce qu'ils sont, c'est de les ramener à qu'est-ce qui est joyeux, qu'est-ce qui est plaisant, où est l'audace, où est l'envie, où est le plaisir. Et quand on les ramène à ça, en fait, ils réallument la flamme qu'ils avaient au début. Quand ils ont démarré cette entreprise-là, ou quand ils sont mis à leur compte au début, ils ont créé leurs premières entreprises où ils étaient capables de tenter des trucs, ils avaient de la vision, ils avaient tout ça, et ils sentent qu'ils l'ont perdu. Donc, et quand on revient à ça, cette part créative, audacieuse, qui est pleine d'énergie, qui fait qu'on passe une journée de travail sans se fatiguer, parce qu'on se nourrit de ce qu'on fait, ben ça parle de la nature de ce qu'on est. Et c'est pour ça que c'est aussi important. Ouais. Tu as partagé récemment un post sur LinkedIn. Ouais. Mais avant, tu as commencé sur TikTok. Alors oui. Et moi, j'aimerais que tu nous parles justement de ta visibilité sur les réseaux. Pourquoi tu as choisi TikTok? Qu'est-ce qui se passe maintenant sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut y aller un petit peu sur ces différentes étapes? TikTok, j'y suis allé parce que j'avais la trouille d'aller sur Facebook. Okay. En fait, quand j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de ce que j'apprenais dans une formation en lecture énergétique, j'ai trouvé ça tellement génial, tellement fantastique que je voulais absolument, ça débordait, je pouvais pas me retenir. Il fallait que je le partage, ça devait sortir. Mais moi, j'ai un passé industriel, football américain, équipe de France, donc c'est pas vraiment l'univers énergie perché, si tu veux. Et j'étais terrorisé à l'idée de le balancer sur Facebook parce qu'il y avait tous les gens qui me connaissaient. Et j'avais un petit peu le même défi qu'avec LinkedIn. J'avais peur d'être moqué, raillé, critiqué, rejeté. Et donc, je suis allé sur TikTok en me disant, de toute façon, je suis pas connu, j'ai pas de compte, personne me connaît, donc je peux lâcher les chevaux, ouvrir les vannes et je peux me lâcher. Et donc, l'enfant curieux et joyeux s'est lâché sur TikTok. Et ça a pris feu d'un seul coup. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés en quelques semaines, etc. Et le compte est monté à 80, 100 000 abonnés sans vraiment faire gaffe. Et la première année d'activité a été nourrie exclusivement par des clients qui venaient de TikTok, sans faire de pub, rien du tout, juste en organique. Donc ça a été... comment ça se fait que ça marche? Mais en fait, vraiment, j'ai pas fait exprès. Ouais. C'est juste arrivé. Et c'est parce que
C'était l'enfant joyeux qui était aux commandes. Et pas la stratégie, le machin ou le truc. Oui, c'est ça. Et les personnes qui t'ont découvert sur TikTok, donc c'était pas ton entourage qui te connaissait déjà. Et non. C'était des nouvelles personnes, Ouais. donc c'était plus facile. Et c'est ça. Je partais de, eux, ils me connaissaient que comme ce que je leur montrais là. Oui. Donc pour eux, c'était, qui je suis, et puis voilà. Ouais. T'étais sous ton vrai nom quand même, hein. J'étais sous mon vrai nom. Non, j'étais sous mon vrai nom. Parce que je l'ai retrouvé. Qui est très fourni, effectivement. On fait des films. Il y a des stocks là. On envoie des vidéos. Tu faisais quoi, une vidéo par jour? Ouais, des fois plus. Ouais. Ouais, des fois plus, ouais. Mais je m'amusais. Ouais, c'est ça. Je m'amusais. J'avais plus d'activité professionnelle. J'avais que ça à faire, en fait. Et c'était de la découverte et du jeu, et de la découverte et du jeu, et c'était tout, quoi. Ouais. Tes enfants étaient pas sur TikTok? Mes enfants étaient beaucoup trop jeunes pour être sur TikTok. Ils avaient 13 et 10. Ouais. Et même après, c'est non, mais... Mais ton père est sur TikTok. Non, mais sois tranquille, je veux pas le savoir. oui, c'est lui, sois tranquille, je veux pas en parler. C'est ça. Et ensuite, la bascule vers Facebook, parce que t'es quand même beaucoup plus présent sur Facebook, elle s'est fait comment? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en te disant, bon, ça y est, c'est bon, maintenant je suis prêt à y aller? Qu'est-ce qui s'est passé sur... En fait, c'était encore une fois un appel, un élan. C'était, il est temps d'assumer, et j'ai mis, je pense, quelques jours, quelques semaines à me dire, là, on va sur Facebook, quoi, puis, allez, tant pis, je le fais. Allez, je le fais. C'était un peu la peur au ventre, mais c'était un petit peu plus délicat que la dernière action sur LinkedIn qui était plus fluide. Mais ça a été, si tu veux, une espèce d'officialisation. Okay. De poser ça en public, c'était, si vous devez me défoncer, allez-y, je suis prêt. J'assume. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Absolument rien. Comme tout le monde, mon mental s'était fait tout un cinéma totalement horrible. Et puis, il s'est absolument rien passé de ce qu'il avait prévu. Ouais. Rien passé de négatif, mais certainement beaucoup de choses positives. Et il avait pas prévu qu'il se passe tout le truc derrière, parce que, comme tu l'as dit, on a fait après x2,5 le chiffre d'affaires dans la foulée. Mais pareil, c'était, putain, c'est dingue. C'était sans stratégie, c'était juste des élans, des appels, c'était, alors je sais qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais la stratégie, c'est obligatoire, c'est important, ou pas. Après, ça dépend ce qu'on met derrière stratégie. C'est-à-dire que toi, ta stratégie, c'est de suivre un élan de vie, de joie, d'audace. Il y a vraiment cet élan au départ. Ensuite, évidemment que il y a un tunnel, il y a de l'acquisition d'emails, il y a des webinaires pour vendre des trucs, évidemment. Mais c'est pas, mais ça part pas de la tête, en fait. C'est juste que j'ai acquis des compétences que moi, ma première formation marketing, je l'ai faite en 2010. Donc sur tout ce chemin-là, j'ai acquis un certain nombre de compétences marketing, et donc c'est des outils qui sont dans ma caisse. C'est pas la stratégie qui fait que, c'est pas la finalité qui fait que c'est le succès. La stratégie, c'est juste une boîte à outils avec un ensemble d'outils dedans. Donc, mais le truc qui crée, c'est pas de la stratégie. La stratégie, c'est de la technique. Ce qui crée, c'est de la créativité. Donc forcément, ça part de soi, et c'est quand on laisse jaillir quelque chose qui demande à être exprimé, ça marche. Et ensuite Facebook, passage à LinkedIn. Et LinkedIn, il y a quelques jours à peine, une petite semaine. Donc là, c'était vraiment le step d'après. C'est-à-dire, ok, il faut que j'annonce médium d'affaires à un endroit où pour moi, il y a le monde entrepreneurial normal. Parce qu'il y a les web entrepreneurs, donc ça passe, c'est un autre univers. Les entrepreneurs traditionnels, les vraies entreprises, les cadres, les hauts dirigeants, les entreprises cotées en bourse, elles sont là. Et je dis, j'assume pas. Et en fait, à un moment donné, j'étais prêt. Donc j'ai dit, voilà, je me suis levé un matin, tout le monde dormait, et c'était là. Donc encore une fois, c'était, ok, je mets à jour mon compte, machin, et puis 2 jours plus tard, j'ai même écrit un post sur LinkedIn pour dire, voilà les gars, j'ai peur d'assumer, mais maintenant je le fais. Et donc je raconte rapidement l'histoire, donc ce que je viens de dire. Puis en fait voilà, aujourd'hui je suis médium d'affaires, je pitch rapidement le truc, et c'est de loin le post qui a eu le plus d'interactions, de likes, de commentaires encourageants, etc. En mettant, voilà, peut-être que je vais me faire défoncer, peut-être qu'on va me dire que ça n'a rien à foutre là, peut-être que tout le monde va s'en foutre et que ça va être un silence assourdissant, peut-être que je vais recevoir des messages privés et me dire, ouais, moi aussi, mais j'ose pas le dire. Je savais pas. Ouais. Mais j'étais prêt, peu importe. Voilà, et puis du coup, encore une fois, la vie m'a montré que quand on lui fait confiance, même si le mental a la trouille, quand on fait confiance à la vie, la magie qui apparaît. Donc un certain nombre d'espaces, on va dire, sur les réseaux sociaux où tu t'affiches maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu sais que c'est encore, voilà, où t'hésites encore à te présenter comme ça? Est-ce que tu vois des endroits où... Ouais, elle est là, l'action audacieuse. Ça y est, je l'ai. C'est la télé. C'est le grand public. Parce que là, les journalistes, ça a été... Déjà, il y a 1 an, je me disais, je suis pas prêt à être vu par les journalistes.
parce que les journalistes, ils peuvent te prendre et te broyer si ça les amuse. Donc ça va être ça la prochaine étape. Ça va être en gros d'envoyer du communiqué de presse vers les grands médias nationaux, régionaux, télé, radio, journaux papier et compagnie, et de poser le truc. Donc je pense qu'elle est là la grosse action audacieuse à poser bientôt là, c'est ça. Donc c'est pareil, j'ai acheté une formation en relations presse j'ai même pas ouvert le truc. Elle est là en me disant ça va être à faire, mais clairement c'est la prochaine étape. Ouais. Yes. Génial. Je le disais tout à l'heure, tu as développé le protocole Intuitech. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, à qui ça s'adresse, comment tu l'as créé, l'histoire de ce process? Ouais. Le protocole Intuitech s'adresse aux chefs d'entreprise et aux entreprises en général. C'est-à-dire qu'on va adresser non seulement les problématiques du chef d'entreprise par lui-même dans sa posture de chef d'entreprise, mais aussi sur toutes les problématiques humaines, personnelles, familiales, de couple, etc. Tout autant que les problématiques inhérentes à l'entreprise elle-même. Leadership, management, gestion de conflits, recrutement, mais aussi tous les projets. C'est voilà, j'ai un projet qui avance pas, il est bloqué, comment ça se fait? Voilà, donc c'est tout un ensemble de protocoles qui sert, si tu veux, à explorer certains endroits d'une certaine façon, de manière à avoir les réponses et les solutions à toutes les questions qui restent sans réponse chez les dirigeants, et dire mais je comprends pas en fait. Comment ça se fait que ce projet-là décolle pas? Comment ça se fait que l'équipe elle est prise dans un truc? Ça c'est une question que j'ai eue récemment, c'était comment ça se fait que ce projet, la décision se prend pas? Il y a un collège de 5 ou 6 personnes qui sont censées se réunir et prendre une décision, la décision n'arrive pas à se prendre, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une personne qui bloque le truc, et il suffit d'aller parler à cette personne-là, lui dire mais en fait, moi je comptais faire ça, ah d'accord, j'avais pas compris, et d'un seul coup tout se débloque. Mais ça, si tu le sais pas, eh ben le projet il peut rester dans l'œuf pendant des mois. Et puis il y a des centaines de milliers d'euros qui sont perdus parce qu'il y a du temps, il y a du délai. Les erreurs de casting sur les recrutements aussi, ça peut coûter des centaines de milliers sur des postes stratégiques. Donc il y a énormément de sujets qui concernent l'entreprise et à chaque fois c'est la question sans réponse. On vient apporter des solutions à la question sans réponse. Comment t'as fait pour créer ce process? Ça part d'où en fait? Parce que là on a l'impression que c'est un peu l'opération magique, qu'on se met en face de toi, on pose la question. Mais toi, comment t'en es arrivé à avoir cette capacité à faire ça et à créer ce protocole? Alors au départ en fait il y a l'intuition et l'empathie qui sont des sens humains que tout le monde a et que j'ai énormément travaillé. Donc cette empathie c'est finalement la capacité à sentir ce qui est à l'intérieur de l'autre. En général, c'est les émotions. On se dit empathie, c'est t'es triste, je sens ta tristesse et voilà. Sauf qu'on est capable d'aller sentir autre chose que les émotions. On est capable de sentir ce que certains appelleront peut-être la structure de ce qui est présent en termes de sensations et d'informations au niveau inconscient chez la personne. Et à partir de là, j'ai énormément travaillé, je fais plusieurs centaines de séances individuelles avec des clients pour aller sentir ce qui était dans leur structure personnelle, donc à traiter des sujets personnels. Et puis, les entrepreneurs ont commencé à faire de plus en plus partie du décor dans les clients. Et mon épouse, Claudine, encore une fois, me dit « Mais en fait, Ced, t'as déjà de quoi offrir quelque chose aux entrepreneurs. Tu fais déjà du scan business, qui était un truc qu'on avait plus ou moins créé en se disant en fait, il y a l'entrepreneur, il y a son entreprise, et ses clients et ses prospects. Voilà, il y avait 3 plots, clients, prospects, entreprise, entrepreneur. Et en fait, en jouant entre ces 3 zones d'énergie, de sensations, je peux me mettre dans la peau de l'entrepreneur, mais je peux me mettre dans la peau de l'entreprise, je peux me mettre aussi dans la peau du prospect et demander à l'égrégore du prospect, qu'est-ce qui te manque pour devenir client chez un tel? Est-ce que c'est un problème avec l'entreprise? Est-ce que c'est un problème avec la personne? Est-ce que c'est un problème de je comprends pas quelle est l'offre? Un problème de clarté, etc. Et en général, on tombe dans le mille. Enfin, en général, on tombe dans le mille à chaque fois. Et donc, de ce scan business est né finalement tout un ensemble de protocoles où, en fait, on sait quelles sont les questions qu'on va poser. On fait des tests à l'aveugle très souvent. C'est tiens, je cherche un nom pour mon nouveau programme. Et donc, on leur dit, ne me donne pas les noms. Tu me dis, j'ai le nom A, B, C, D, E. Et moi, je vais te dire lequel résonne le mieux par rapport à l'intention que tu veux mettre. Donc, c'est finalement savoir poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Donc, le protocole Intuitech est basé sur la capacité à ressentir, mais on a développé un ensemble de structures de séances pour savoir poser les bonnes questions finalement à la structure ou à l'énergie, si tu veux, on peut appeler ça comme on veut. Et donc, du coup, on obtient les réponses qui vont en face. Mais quand on n'a pas de réponse, c'est parce qu'on n'a pas posé la bonne question. Ok.
Et tu l'as dit, il y a l'intuition, il y a l'empathie comme qualité qu'il faut avoir pour pratiquer cette lecture énergétique. C'est aussi quand tu formes les gens, c'est beaucoup d'entraînement parce que tu formes aussi les gens à cette pratique-là. Toi, tu l'as intégré en toi. Maintenant, tu formes les gens. Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'il faut quand même avoir déjà en soi un don? Non, tout le monde peut le faire. Okay. Parce que tout le monde a une intuition et tout le monde a une empathie. Ça fait partie de l'équipement de série. On est livré avec notre corps humain. On est avec ça. Donc tout le monde l'a. Après, il y a à quel point je suis capable de lâcher le mental et de faire confiance à ce que je perçois et ne pas remettre en question ce que je perçois. Parce que la première chose, d'ailleurs, tout le monde s'est déjà dit je suis con, j'aurais dû m'écouter, je le savais. En fait, on a l'intuition qui nous parle et juste après le mental qui vient s'aborder le truc en disant ouais mais non, pourquoi? Et en fait, quand on s'entraîne à la lecture énergétique, à apprendre ce métier-là de médium, d'ailleurs dans la certification Césule, on va bientôt sortir les certifications de médium d'affaires et de médium de vie, qui est l'étape d'après coach d'affaires et coach de vie. On apprend ça, qui permet d'avoir accès instantanément aux informations que la personne en face, ça fait des années qu'elle la cherche, sa réponse-là, et nous, ça nous prend quelques minutes. Mais c'est juste que on sait quelles questions poser, et lorsqu'on récupère la réponse, on ne laisse pas le mental de dire oui, mais non, ça n'a pas de sens, machin, parce que le mental a besoin de mettre du contexte, du sens, que ça ait du sens pour lui. Sauf que si moi je le fais avec toi, moi, Cédric, j'ai aucune idée de ce que je vais trouver dans la structure de Virginie. C'est pas mon histoire, c'est pas mon passé. Donc, évidemment, pour mon mental de Cédric, ça n'a pas de sens. Donc, je prends à mettre cette défense ou ce besoin de mon mental de savoir, et je dis, je récupère cette info. Pour mon mental, ça n'a pas de sens, mais je te la donne telle quelle. Et pour toi, ça va avoir du sens. Tu dis, ah ouais, d'accord. Et pour moi, je dis, vas-y, maintenant, explique-moi pourquoi ça a du sens. Et donc là, les gens, après, ils racontent l'histoire. Et ils disent, ok. Donc maintenant, on peut avancer avec ça. Tu le disais tout à l'heure, l'idée n'est pas d'ajouter des choses, mais justement d'en enlever, en fait. C'est là où on a plus d'efficience, si je reprends ton mot de tout à l'heure. C'est pas ajouter. Non, c'est ça. Ma première société, enfin, la société actuelle, avant qu'on passe sur une nouvelle entreprise qui va être un organisme de formation, la société actuelle s'appelle Diamantaire. Un diamantaire, c'est celui qui vend des diamants, mais c'est aussi celui qui taille des diamants. Et tailler un diamant, c'est quoi? C'est enlever de la matière. C'est partir d'un diamant brut et c'est enlever pour aller révéler la valeur de ce qui est à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment ça le processus. Depuis 2015 que cette entreprise existe, ça a toujours été ça le processus. C'est revenir à la valeur fondamentale qui est à l'intérieur des gens, le fameux diamant. Pareil, toujours dans l'efficience, tu disais que toi, ce que tu peux faire, tes séances sont courtes, 30 minutes. Tu peux aller plus vite même que quelqu'un qui fait des thérapies brèves. Comment ça se fait, en fait, que ça peut être encore... Pourquoi tout le monde n'est pas au courant? Alors, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Pourquoi tout le monde ne sait pas? Et c'est pour ça que je parle d'Anthony Robbins à chaque fois. J'ai cette conviction, ça peut être lui ou un autre, mais un jour, Tony Robbins m'appellera en me disant, mais comment tu fais? On lui envoie le message. Allez, on pose l'intention. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a plus besoin de poser des questions à la personne et d'analyser ses réponses et en fonction de ses réponses de reposer des questions qui va prendre un certain temps, mais basé que sur ce que la personne est capable d'émettre comme information. Et moi, en tant que praticien, il faudrait que j'analyse les informations que tu me donnes, que j'apprenne à poser les bonnes questions pour aller au bon endroit, et ça peut prendre des plombes. Or là, je m'adresse pas au conscient de la personne, je m'adresse à l'inconscient, même pas au subconscient, à l'inconscient, on descend au 3e niveau. Et je pose la question à l'inconscient, mais comment ça se fait que ça t'arrange de créer ce blocage-là? Parce qu'il y a toujours une excellente raison au blocage qu'on est en train de vivre. On n'est pas en train de se saborder, on n'est pas en train de se bloquer, on est en train de se protéger. Notre système répond à ses besoins. Qu'on le veuille ou non, notre système est conçu pour répondre à ses besoins, et en l'occurrence, a besoin de survie. Essaye de retenir ta respiration pendant 20 minutes, tu vas vite t'apercevoir que c'est pas ta conscience et ta volonté qui te dirigent. Donc notre système inconscient répond à ses besoins, et donc, il cherche à nous protéger. Donc si on a une difficulté récurrente, c'est qu'il y a forcément une très bonne raison que notre système ne nous laisse pas y aller. Donc si on défait la raison qui est planquée dans l'inconscient, qui est bien souvent un symbole de ce qu'on a vécu enfant, et qui crée une sorte de longue traîne symbolique qui fait que, ouais, mais je crois que si je me révèle au grand public, je vais être moqué, tu vois, pour reprendre les phrases que j'ai utilisées. Quand je défais ce nœud-là, cette idée-là, je dissous cette idée-là de ma structure, l'idée n'est plus présente, le blocage n'est plus présent, du coup, je publie sur LinkedIn, je publie sur Facebook, et d'un seul coup, ça va mieux. Ouais. Voilà.
On n'est pas dans le truc où on force, où je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est vraiment, on va plus en profondeur. Et donc, ce que tu fais, c'est non seulement un scan, une analyse, mais une libération. Parce que s'il n'y a pas la libération... Exactement. Il y a vraiment 3 phases en séance. On appelle ça le DLP, diagnostic, libération et plan d'action. Les gens repartent après la séance avec « voilà ce que je t'invite à faire ». Et bien souvent, c'est simplement observer qu'il y a des nouveaux élans et des choses qui étaient là, qui s'arrêtent, ou des choses qui n'étaient pas là, qui arrivent. Mais effectivement, le diagnostic, c'est la lecture. Ensuite, on fait la libération, et ça, c'est vraiment une de nos spécialités, c'est d'être, là encore, efficient. Ça prend quelques minutes à dissoudre un nœud, une information, ou même une charge émotionnelle. Mais c'est parce que, justement, on pose pas de questions au conscient de la personne, mais parce qu'on va connecter. Le diagnostic prend quelques minutes et la libération prend quelques minutes aussi. Ensuite, c'est l'enveloppement de la séance, créer un cadre bienveillant, de la sécurité pour que la personne puisse accepter et se laisser faire finalement dans le processus et nous faire assez confiance pour qu'elle ouvre grand, parce que si jamais elle ferme, ça m'est arrivé une fois en 700 séances, j'ai une fois une personne qui me dit bah voilà, je veux savoir pourquoi ça bloque, et en fait je n'arrivais pas à rentrer dans sa structure. Je lui ai demandé la permission de me connecter à la totalité de son énergie, machin, je lui ai demandé au moins 5 fois. En 1 heure, je n'ai jamais réussi à passer parce que son système était trop en protection. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, il faut juste que les gens nous donnent. D'ailleurs, on demande en début de séance, c'est est-ce que c'est bon, on commence, est-ce que c'est bon pour toi? Et quand j'ai le oui, bam, là ça s'ouvre, la connexion est faite. Mais tant que je l'ai pas, la connexion est pas faite, parce que c'est toujours le libre arbitre de la personne qui me dit ok, on y va ou on n'y va pas. Moi, je vais pas accéder à des informations sans permission, évidemment. Ouais. T'accompagnes particulièrement des entrepreneurs, et dans leurs questions, que j'imagine souvent c'est des questions business, mais la réponse, elle n'est pas toujours business en fait. Et la cause, elle est humaine, évidemment. Le business est une enveloppe, c'est un véhicule. Mais d'ailleurs, tous les entrepreneurs vont te le dire. Ah non, mais le vrai problème dans les affaires, c'est l'humain. En fait, c'est aussi la vraie solution. Oui. C'est là où résident tous les diamants, sauf que si je traite les humains comme des humanoïdes qui sont censés remplir une fonction, je pars probablement du mauvais pied. Si je traite ces humains comme des potentiels de valeur à exploiter, parce que c'est ça qui va les nourrir individuellement, eux, et qui fait qu'ils vont prendre le plaisir fou à bosser pour toi, et que s'ils prennent un plaisir fou, ils sont plus productifs, plus créatifs, bref, ils vont pas avoir envie de partir ailleurs. Il y a un vrai pivot à faire dans le monde de l'entreprise à cet endroit-là, c'est clair. Ouais. Et là, tu vas rassurer aussi tous ceux qui sont en crainte par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. C'est que ça ne pourra pas remplacer... Non, c'est clair. On a traversé 2 grandes périodes, 2 grandes ères. L'ère industrielle, et ensuite on est rentré dans l'ère de l'information avec l'Internet. Ce que la plupart des gens n'ont pas encore saisi, c'est qu'on est en train de sortir de l'ère de l'information. Et l'intelligence artificielle va faire que rajouter une masse d'informations colossales dans le monde, parce que c'est un système d'information. Et ça va créer un phénomène de saturation. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont suffisamment sensibles pour déjà sentir que l'information, ça suffit pas. On est en train déjà de rentrer dans l'ère de la connexion humaine, ou de la reconnexion humaine, comme c'était le cas peut-être il y a quelques siècles, où il y avait pas des corporations avec des 100 000 employés, c'était tous des artisans qui se réunissaient en corporation d'artisans, mais on n'avait pas des entreprises corporatives qui avaient monté des trucs aussi gros, et qui fait que du coup on gère les humains comme des numéros et non plus comme des humains. Donc moi je suis persuadé qu'on va revenir à ça. Le nombre de créations d'entreprises chaque année est en croissance colossale. Il y a plus d'1 million d'entreprises qui sont créées, dont je crois que c'est 40% sont des entreprises individuelles. Donc il y a un grand élan de la part des personnes de se mettre à leur compte et de travailler en tant qu'indépendants les uns avec les autres, et de retrouver quelque chose de beaucoup plus organique et beaucoup plus basé sur l'humain, encore une fois. Mais les grosses entreprises ont la possibilité dès maintenant d'avoir accès à tirer parti de toutes les ressources impressionnantes et incroyables que les gens portent en eux, mais qui sont pas exprimées parce qu'on les fout dans des cases, et en fait les gens n'ont pas la place pour exprimer ce qui est à l'intérieur d'eux. Les erreurs de casting sont colossales. J'ai eu l'occasion de participer hier sur LinkedIn justement à un article qui parlait de la relation client. Mais la relation client, ça commence par avoir des personnes qui ont envie de parler à des personnes, d'avoir des gens qui aiment parler avec des gens, d'avoir des gens qui aiment rendre service, qui aiment écouter et recevoir, et qui vont pas se sentir heurtés par ouais ça va pas, j'ai pas reçu mon produit, mais par ok madame,
j'ai l'honneur de pouvoir vous servir et de vous aider, on va régler votre problème. De la même façon que tout le monde n'est pas câblé pour être infirmière ou pompier, tout le monde n'est pas câblé pour être dans le service client. Et donc, c'est pas juste parce que la personne a déjà bossé dans le service client et qu'elle a un CV qui correspond à peu près que c'est la bonne personne. Et là, je prends un poste qui est visiblement un poste pour moi à grande valeur ajoutée parce que c'est de la valeur humaine, qui est pas un poste à gros enjeu stratégique. Mais si tu mets un DG juste parce qu'il a le CV et que c'est pas la bonne personne, eh ben, tu mets ta boîte à risque, en fait. Ah oui, c'est ça. Donc, l'intérêt, c'est aussi que chacun retourne à son enfant intérieur, voir ce qu'il aime, et puis aller à l'endroit où ça le porte, mais à l'endroit où il va être à la bonne place pour lui, et pas la bonne place qu'on lui impose. Et c'est pour ça qu'on adore travailler sur ce qu'on appelle l'empuissancement de l'humain, c'est le reconnecter à ses talents, à sa nature, aux activités qui lui permettent de s'exprimer, d'être nourri et de se sentir à la bonne place. Une grosse demande de la part des gens, c'est mais quelle est la bonne place pour moi finalement, dans quelle activité j'ai un prospect, une dame là, qui est une femme d'affaires qui a atteint la liberté financière il y a quelques années. Depuis 3 ans, elle travaille plus parce qu'elle a plus besoin. Donc t'imagines, elle a 36 ans, elle a plus besoin de travailler depuis 3 ans. Elle a eu 2 enfants, etc. Et elle sent qu'elle a à nouveau envie de servir le monde, d'apporter de la valeur, de contribuer. Mais elle sent que c'est plus au même endroit que ce qu'elle faisait avant, que sa boîte d'avant qui lui a permis l'autonomie financière, la liberté financière. Donc là, la question c'est, je cherche quel est l'endroit dans lequel je vais pouvoir exprimer la nature de ce que je suis, dans le monde en apportant de la valeur, mais de sentir que je suis au bon endroit. Et je pense que il y a une grande quantité de souffrance dans le monde du travail qui existe parce que cette question-là n'est pas répondue. Tu as changé récemment ta bio sur tes différents réseaux et tu mets retrouve, tu l'as déjà dit tout à l'heure, hein, mais j'aimerais qu'on aborde un peu ces points. Retrouve créativité, audace, envie et plaisir comme avant. Pourquoi ces 4 termes-là? C'était une tentative d'essayer de préciser avec les mots les mieux choisis ce que les gens ressentent. C'est toujours délicat et finalement c'est ça notre métier. C'est de ressentir et de mettre des mots sur ce qu'on ressent pour partager l'information derrière. Et on s'aperçoit que, je parlais de souffrance à l'instant, une grande quantité de souffrance qui est vécue par les dirigeants, les chefs d'entreprise, les cadres, mais même les employés. C'est parce qu'il n'y a pas cette notion de plaisir, d'envie, d'élan, d'audace, d'espace créatif, parce qu'il y a plein de il faut et de je dois. Je peux pas quitter mon job parce qu'il faut bien que je paye mon crédit. Je peux pas dire à mon chef que j'ai envie de changer parce que sinon. Et en fait, c'est des je peux pas parce que de partout. Et en fait, c'est des autorisations qui sont pas données, que les gens ne se donnent pas à eux-mêmes. Mais je pense que ça serait 100 fois plus profitable pour l'humain, pour l'humanité et pour le monde en général, qu'on se reconnecte à justement cette corde vibrante à l'intérieur de nous qui parle de envie, créativité, plaisir, audace, énergie, qui fait que lorsqu'on travaille 5 heures, à la fin des 5 heures, on a plus d'énergie que quand on a commencé parce que l'activité était nourrissante. Et c'est pas la même activité pour moi et pour toi que cette activité nourrissante. Ça, j'ai découvert ça avec les intelligences et les natures multiples. La théorie des intelligences et des natures multiples, c'est vraiment aller connecter à cet endroit-là pour savoir quelle est la bonne place et reconnecter cette corde vibrante de retrouver le plaisir et de retrouver le goût de faire les choses. C'est ça. Et vraiment, tu mets comme avant. Donc ça veut dire que de retrouver ce que les gens ont déjà connu à un moment donné aussi, parce que tu parlais des entrepreneurs avancés que tu peux accompagner. Ils l'avaient au départ, puis à un moment donné, dans la croissance, ils ont pu se perdre. Donc, et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est le chemin que nous on a parcouru où à un moment j'ai changé d'identité et j'ai commencé à vouloir faire les choses comme ok, je suis arrivé donc j'ai des responsabilités, donc maintenant je dois recruter une équipe, encadrer des gens, etc. Et j'ai tout fait trop vite. Alors déjà j'ai tout fait et beaucoup trop vite et au mauvais moment parce que j'ai cru que j'étais arrivé en haut. Bon bref, il y a tout le contexte. Mais on se retrouve à un moment donné avec des il faut et de je dois. Donc on démarre toujours une boîte sur un élan. De toute façon, à chaque fois que quelqu'un a démarré un business sur c'est une bonne idée machin, ça s'est fait dans la douleur. Par contre, une boîte qui a une croissance fluide, agréable, profitable, etc., joyeuse, est toujours partie d'une évidence qui ne demande aucune justification. C'est pas une idée qui devient une bonne idée parce qu'en fait, je suis capable de trouver plein de raisons que cette idée est une bonne idée. Une évidence, c'est, je suis con, pourquoi j'ai pas pensé avant? Mais évidemment,
fin de l'argumentaire. Et en fait, quand tu pars de ça, t'es forcément connecté à un espace créatif, t'es forcément connecté à un élan, à du plaisir, à de l'envie, à dire putain mais ouais on va le faire en fait. Et de là en fait le chemin de la fluidité s'installe. Et dès qu'on commence à mettre de la technique, de la stratégie, du machin, du truc, en fait on met du contrôle et du mental. Oui c'est nourrissant d'amener de la structure, mais si ça prend le pas sur l'élan naturel, eh ben on bousille tout et on se retrouve à avoir une boîte qui devient laborieuse, des efforts, il faut rajouter de la motivation et on se met à faire des formations en motivation pour nos équipes ou d'enseigner à nos managers comment motiver. Ah mais on est en train de faire tout à l'envers. Si je dois rajouter de la motivation sur de la douleur, c'est qu'on va juste aggraver la douleur. Et donc c'est là qu'on amène les gens en départ de la boîte, burn-out, bore-out, et toutes les problématiques liées à l'humain, c'est parce qu'en fait on prend tout à l'envers. Et moi j'ai envie de les ramener au début quand tu as commencé. Rappelle-toi. Ce qui fait que tu es passé de salarié à chef d'entreprise, ce qui fait que tu as quitté ton école de commerce en disant je vais monter cette boîte d'entrée de jeu, même si j'ai jamais été salarié de ma vie, ça partait d'un élan, d'un truc qui était sans aucun effort. Et c'est 1000 fois plus agréable, je crois, de travailler à partir de ça, plutôt que des je dois et il faut. Ouais. T'es la première personne que j'entends parler de la différence entre la bonne idée et l'évidence. Je trouve ça tellement... je suis sûre qu'on a tous des exemples de la bonne idée qu'on a voulu justifier par X raisons et en fait... Et on a bouffé de la roche à la fin et on s'est dit merde, ouais. Pourquoi ça marche pas, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, notre ego adore avoir raison. Donc, on trouve une idée pas terrible, et après c'est « Ah ouais, mais c'est une bonne idée » parce que c'est comme « J'aurais jamais dû acheter ces chaussures-là », mais une fois que je les ai achetées, c'est « Non, mais j'ai bien fait parce que les autres étaient vieilles et machin », et je justifie après. Une décision d'achat est émotionnelle et ensuite on justifie. Une décision, un élan, enfin une bonne idée est devenue une bonne idée. Et c'est rarement, à moins que ce soit une évidence. Ouais. Voilà. Et c'est là où tu fais le lien quand les personnes disent « Ah, mais pourtant j'ai suivi mon intuition, elle ne m'a pas guidé au bon endroit. » Alors ça... Je l'ai tellement entendu, effectivement. J'ai même eu un appel avec Oussama Hamar. Et Oussama me dit, les plus grands fiascos du monde industriel, du monde de l'entreprise, viennent de gens qui ont écouté leur intuition. Donc il faut surtout pas écouter son intuition. Et je lui ai dit, mec, ils savent pas écouter leur intuition. Ils ont écouté leur émotion. Et c'est pas du tout la même chose. Je disais tout à l'heure, c'est pas la même membrane. Là où je ressens les émotions n'est pas là où je perçois mon intuition. Le ressenti et la perception, c'est pas la même masse, c'est beaucoup plus fin. Et donc, si j'ai écouté mon intuition, que je me suis mangé les dents, c'est que j'ai écouté mon émotion. C'était « Ah, c'est joyeux pour moi !» Ouais, ok, joie ou enthousiasme sont des émotions. Attention, parce que des fois, je suis enthousiaste à l'idée de me sortir du trou dans lequel je crois que je suis. Et donc, j'ai trouvé un super truc pour me sauver tout seul, parce que je suis victime des circonstances. Et en fait, on se rend pas compte, mais on est en train de partir complètement de travers. Et intuition, émotion, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc c'est vraiment ce qui guide tes différentes offres. Actuellement, on peut être accompagné par toi en individuel ou en collectif. Tu m'expliques un petit peu justement tes clients, les différentes offres, comment ils arrivent à toi et où tu les emmènes. Absolument. Peut-être si tu veux nous partager peut-être des exemples de clients, de où tu les as emmenés. Ouais, bien sûr. Donc typiquement sur l'individuel, on est sur des profils d'entrepreneurs plus expérimentés, plus avancés et qui ont des sujets précis à adresser. Par exemple, je pense à Annick Laprate, je la nomme parce qu'elle m'a fait un témoignage vidéo qu'on va bientôt diffuser. Elle me dit, voilà, je suis sur le point de mettre mon entreprise en off pendant 1 an, prendre une année sabbatique. J'ai mal à ma société. J'en peux plus de tous les commentaires négatifs sur le réseau. Je suis épuisé, je suis émotionnellement, j'arrive plus à gérer. J'ai un lancement à faire dans quelques mois. J'ai absolument pas envie. Je fais des crises d'anxiété à l'idée d'aller vers ce lancement. En gros, t'es ma dernière chance. On a fait 3 séances et elle est repartie à faire son lancement avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir et il y a eu 0 commentaire négatif. Elle me dit c'était impressionnant parce que on avait préparé toute l'équipe à se faire éclater parce que ces derniers mois, c'était vraiment très dur au niveau des réseaux, tu sais, sur les pubs, etc. Les gens ont tendance à se lâcher. Ils étaient tous prêts avec les armures et les machins. Elle me dit, non seulement on a eu 0 commentaire négatif, mais on n'a jamais eu autant de compliments sur ce qu'on faisait. Elle me dit, c'est totalement fou. Et puis, il y a son état interne qui a changé parce que tout est reparti sur une nouvelle énergie. Donc, j'ai pas bougé le fait que les commentaires négatifs sont plus venus. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle. Moi, ce que j'ai bougé, c'est qu'on a recréé de la sécurité. Donc, je vais évidemment pas partager le cheminement interne, mais on a recréé de la sécurité à l'intérieur d'elle où elle avait le sentiment de l'avoir perdu.
Et depuis un espace de sécurité interne, elle s'est reconnectée à son feu. Et elle m'a dit, je suis passé de la prison à la liberté. Il y a eu vraiment, en 3 séances qu'on a fait en 3 semaines, un avant et un après. Et donc reparti à partir de cet élan, de sa créativité, cette joie, bah, c'était reparti. Et du coup, elle a créé tous les résultats géniaux qu'elle a eu, tout comme elle crée à partir de la sécurité des catastrophes qu'elle avait. Et c'est exactement ce que nous, on a vécu au Mexique l'année dernière. C'est à partir de ma propre insécurité, parce que j'avais beaucoup d'argent et je me sentais très insécure avec ça, que je crée de l'insécurité autour de moi et qu'il m'arrivait que des tuer. Donc, sur l'individuel, on est essentiellement, j'ai quelques clients qui sont plutôt en phase de démarrage, mais en général, on va bosser d'autres sujets comme la peur de la visibilité. C'est surtout ça, la peur d'être vu. Ça, c'est le gros sujet chez les gens qui démarrent. Ça, c'est sur l'individuel. Sur l'accompagnement collectif, donc là, c'est la lampe. On est en train de le faire muter vers un processus qu'on appelle l'école des indépendants, où là, vraiment, l'objectif, c'est de proposer un accompagnement complet sur tout ce que tu n'apprends pas dans une formation métier. Donc si par exemple tu as fait une formation de sophrologue pour te mettre à ton compte après une carrière comme salarié, tu as appris le métier de sophrologue, fantastique. Mais t'as pas appris à être entrepreneur. T'as pas appris à communiquer, t'as pas appris à vendre, on t'a probablement raconté que c'était le bouche à oreille qui allait marcher. Je te le dis, ça marchera pas. Si, ou alors tu vas mettre 3 ans à démarrer parce que c'est ce que tout le monde dit. Effectivement, si tu pars sur une stratégie bouche à oreille, voilà, tu as besoin d'apprendre à vendre, tu as besoin d'apprendre à communiquer, tu as besoin et de faire les choses dans l'ordre. Il y a que ce soit au niveau marketing, communication, vente, gestion financière. Parce que dès qu'on commence à communiquer, à vendre, on commence à gagner de l'argent et on fait des conneries et on brûle de l'argent de façon totalement stupide parce qu'on ne sait pas. Mais il y a aussi toute la capacité à se reconnecter à son intuition pour faire les bons choix, à se reconnecter à sa véritable identité, tous ses talents. Donc, on propose absolument tout le processus qui, selon nous et selon nos clients, parce qu'on parle avec nos prospects en disant qu'est-ce que vous aimeriez apprendre avec nous, tout ce qui n'existe pas dans les formations métiers. Et on enseigne aussi en passant en option avec le label Césule, la lecture énergétique libératoire, le scan business et donc très bientôt médium de vie et médium d'affaires. Donc tu leur apprends à le faire pour eux, et puis ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et l'utiliser eux-mêmes pour leurs clients, c'est aussi possible. Exactement. Il y a vraiment apprendre à se connecter à son intuition pour soi, prendre les bonnes décisions pour son entreprise, savoir se connecter, est-ce que je suis dans la joie de cette créativité, cet élan, ce plaisir, ou est-ce que je suis sur une bonne idée, tu vois, et ça on le sent. Et puis après on peut apprendre le métier, effectivement, donc là on est en mesure de proposer une formation métier sur Medium et Scan Business. Et justement cette école des indépendants, c'est quelque chose que tu co-crées avec ta femme, bien sûr, mais avec tes clients aussi. Ouais. Enfin, tes futurs clients. Oui, c'est ça. Alors, on est vraiment, voilà, ça c'était un élan. Il y a 2 semaines, on a donné on a proposé un processus qui s'appelle Odyssée. Et Odyssée a été créé 10 jours avant. Donc, en 10 jours, on a eu l'idée, on a contacté l'agence de pub, on a fait rouler des pubs pendant qu'on était en immersion au Mexique avec le cercle de Martin Latulippe, le cercle d'excellence. Et quand on est revenu le lundi, le mardi, on démarrait les lives. Et on a fait 4 lives, 4 soirs. Donc ça ressemble un petit peu à ces challenges et ces défis. Mais on n'avait pas envie d'appeler ça ni un challenge ni un défi parce que le format ressemblait un petit peu à du combat. Et c'est pas du tout notre délire, comme tu as compris. Donc on a proposé un voyage. Et à l'issue, on n'avait rien à vendre. Et on leur a dit, en fait, vous savez quoi? On va construire l'offre avec vous. Et donc on leur a proposé de rejoindre une liste d'intérêts. Et dans cette liste d'intérêts, on a mis des sondages, on a des conversations... et on a fait une première proposition d'offre qui prenait pas et on leur a dit on sent que ça vous parle pas trop, il y a un truc qui accroche pas. Ouais, mais en fait du coup, ça serait mieux de le faire comme ça. Ah d'accord. Du coup, on va changer l'offre et on est littéralement en train de co-créer effectivement la proposition de service et donc le modèle économique de la nouvelle société est en train d'être créé grâce aux prospects avec qui on interagit qui nous disent moi j'aimerais apprendre ça, j'aimerais par contre ça non ou alors pas comme ça ou alors il y a des trucs qui me conviennent pas. Et tout ça est parti juste d'un élan qui n'est pas il faut que je fasse un lancement parce qu'il faut que je fasse 50 000 pour payer les factures, mais viens, on va jouer. Ouais. Et de façon totalement aveugle. D'ailleurs, le tour du monde, il y a une anecdote par rapport à ça, il a commencé comme ça. Il a commencé avec un aller simple pour la Croatie, donc France-Croatie aller simple, et 2 semaines de Airbnb. On a dit à tout le monde, on part pour 1 an, et les gens, nos familles étaient totalement terrifiées qu'on avait juste 2 semaines de plan. Alors on a dit, on va décider au fur et à mesure, tout va bien, tu sais, on va pas dormir dans la rue, il suffit de prendre un hôtel avec une carte bleue, c'est magique, tu vois. Mais on n'a pas planifié 1 an à l'avance. On a planifié 1 an, 2 semaines à l'avance.
Et à chaque fois, c'était, bah tiens, où est-ce qu'on va la prochaine fois? Donc, conseil de famille avec les filles. On était au Mexique, je me rappelle. Bon, bah là, on aimerait bien, voilà, on est en novembre, il fait 35 degrés, on a marre du soleil, on va aller au froid, on va en Norvège, on a une copine là-bas, on va lui poser des questions, comment ça se passe. Et puis, on est allé en Norvège voilà, et on a vraiment posé les étapes au fur et à mesure. Et ben, du coup, on est revenu à ça. Cette année qui a été si difficile, je l'avais perdue. J'avais perdu cette connexion à l'enfant joueur à l'intérieur. J'étais remonté dans ma tête à essayer de faire de l'argent, à faire de la stratégie, des machins. Du coup, c'est un processus extrêmement laborieux. Quand tu veux vendre en te disant, il faut que je fasse de l'argent, les gens en face, ils le sentent. Donc, la loose qui est à l'intérieur de toi, elle transpire à travers l'écran et les gens, ils ont un capteur à loose. Ils se disent, ah, ça me plaît, mais il y a un truc qui me plaît pas et je sais pas quoi. Donc, les gens, ils achètent pas. Et c'est pas juste moi. Je pensais que c'était juste moi, ça. C'était moi qui savais pas vendre en ayant besoin d'argent. J'ai discuté avec plusieurs du cercle d'excellence de Martin Latulipe. Ils ont tous levé la main. Ils disent, ah, carrément, les gens le sentent. Donc, je pense que c'est vraiment super important de se reconnecter encore une fois au bon endroit et derrière de créer à partir de ça. Et là, pour le coup, de co-créer parce que c'était ça qu'on avait envie de faire. Je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais oui. Comme on a envie vraiment de jouer la carte de la reconnexion humaine à fond, eh ben, quitte à y aller, allons-y. Oui, c'est ça. Puis toi, c'est ta force vraiment de connecter et avec tes prospects, futurs clients, mais aussi de t'entourer justement dans cette école des indépendants, des forces aussi d'anciens clients à toi qui vont amener aussi leur pierre à l'édifice. Ouais, exactement. Et en fait, bah, c'est peut-être un truc que je sais faire aussi facilement. Je me rends pas forcément compte, mais c'est de voir les talents qu'il y a chez les autres. Et la connexion avec toi a été ça aussi. C'était coup de cœur, il y a un truc qui accroche, c'est ah. Et quand je dis qu'il accroche, il y a un lien qui se tisse tout de suite. Et il me semble que tu m'avais dit que c'était pareil de ton côté aussi. Oui. Et on sait pas pourquoi. Non. Et quand on fait confiance à ça, il y a de la magie qui apparaît. Et donc dans nos anciens clients, parce qu'on travaille quasiment exclusivement qu'avec des anciens clients, il y a une exception, mais parce que c'est Nico qui vient avec du marketing. Mais Nico, il m'accompagne sur la communication de la boîte en général de toute façon, donc il sait très bien ce qu'on fait. Mais sinon, tous les autres intervenants sont des anciens clients. Et quand on tombe sur une pépite, on se dit, et on a plusieurs coups d'avance, c'est-à-dire qu'on a 2 ou 3 personnes qu'on n'a pas encore dit on veut bosser avec toi, mais on a trop hâte d'avoir du boulot à leur dire parce que si ça c'est des pépites, il faut absolument qu'on offre ces gens-là à nos clients parce que c'est des gens qui ont un talent phénoménal à offrir. Et ouais, c'est ça le jeu, quoi. Ah oui. Et vraiment, quand tu dis, il faut qu'on offre ça à nos clients, et puis on a échangé déjà en off sur ce sujet, sur le fait, c'est une offre qu'on propose aux clients. C'est pas, oui, c'est nous, mais c'est l'offre vraiment, c'est cette offre-là, elle peut vraiment changer votre vie. Le fait de dépersonnaliser aussi, même si la personnalité est importante, le charisme personnel est important, mais il y a l'offre que tu proposes aux clients, et on le sent là dans tout ce que tu dis, cette envie de contribuer, mais que ce soit Cédric ou pas, peu importe en fait. C'est cette contribution au monde en fait. Ouais, c'est exactement ça. En fait, depuis que mon ami Jean-Luc Devacteur m'a posé la question quelle est ta vision d'entreprise à 1000 ans, ça m'a obligé à prendre un recul colossal sur ma boîte, et donc c'était plus une vision à 2 ans ou une vision même à la fin de ma carrière, mais c'était qu'est-ce qui va me survivre, qu'est-ce qui va rester. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il reste? Et c'est pour ça que j'ai dit l'école. Parce que depuis 2 ans, la vision est extrêmement claire. Oui, Claudine et Cédric sont aujourd'hui les visages, les piliers, les moteurs de cette construction d'école. Mais dans 200 ans, elle sera encore là. Et donc forcément, ça doit pas tenir sur nos épaules. Et depuis, je dirais, cet été, je suis vraiment dans cette logique de Claude et Céd sont les capitaines qui réunissent un équipage pour servir les passagers d'un grand bateau qui propose un voyage pour aller de je suis entrepreneur, je galère à je suis entrepreneur et ça marche. Et je m'épanouis dans mon métier et j'ai les moyens de voyager plus et de voilà et de faire ce à quoi j'aspirais quand j'ai voulu me mettre à mon compte au départ. Donc ça c'est vraiment l'école des indépendants, c'est ce voyage-là qui est proposé. Ouais. Et est-ce que c'est un lien avec le fait que tu es très intéressé à échanger avec les jeunes, parce que tu fais aussi du bénévolat auprès des jeunes en tant que mentor? Enfin, ouais. Est-ce que ça a un lien sur le fait de se dire, si je travaille avec les jeunes, oui, c'est pour les générations suivantes aussi, tu vois? J'ai longtemps cru que c'était ça, et en fait, c'est un petit peu plus égoïste comme démarche. Mais j'ai mis longtemps à comprendre. Ça fait depuis 2013 que je sais que je bosse avec les jeunes, donc ça fait 10 ans, et j'ai compris il y a 2 mois pourquoi. La raison est que lorsque je suis en contact avec des jeunes, notamment pour leur dire voilà tes talents, etc., dans des questions d'orientation scolaire et professionnelle,
mais c'est aussi ce qu'on fait avec des adultes dans le cadre de la reconversion, de la réorientation, c'est qu'on va pas voir quels sont les nœuds qui empêchent. On va voir que les talents et les potentiels. Et lorsque je suis dans une démarche avec quelqu'un d'aller voir ses talents et ses potentiels, ça nourrit la personne parce que ça la reconnecte au diamant qui est à l'intérieur d'elle et qui a différentes facettes qui sont ses facettes à elle. Mais ça me connecte, moi, ça me nourrit énormément de rebrancher quelqu'un à sa puissance. Et en fait, c'est parce que ça me nourrit tellement qu'il y avait ce côté très un peu paternaliste, un peu grand frère avec les jeunes. Mais c'est aussi et surtout parce que c'est tellement puissant pour eux et nourrissant pour moi que du coup il y avait ce truc-là. Mais c'est voilà. Et donc ça m'amène aussi à beaucoup plus tourner mes accompagnements individuels et collectifs sur l'empuissancement de l'humain plutôt que de faire le technicien de maintenance que j'ai été industriel à vouloir juste réparer des trucs jusqu'à ce que la bécane elle marche en nominal. Parce que l'humain n'est pas une machine qui marche ou qui marche pas. C'est une machine qui peut certes arrêter de dysfonctionner, mais qu'on peut réempuissancer encore au-delà de ce qu'elle-même croit possible. Et il se trouve que, on dirait que j'ai ce feeling-là de trouver, de sentir à l'avance ce que les gens n'ont pas encore exprimé. Ouais. Ah ouais. Et ça, t'es vraiment, voilà, pour les jeunes, pour ceux qui démarrent, pour ceux qui sont en milieu de carrière, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont en haut, à chaque fois, tu vas aller trouver le petit millimètre d'ajustement. Donc l'école des indépendants, on peut y rentrer et puis y passer toute notre carrière parce qu'on va aller aussi saisir les choses qui nous intéressent, les blocages. Et ça, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va vous survivre. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement l'idée de l'école des indépendants c'était que ce soit un processus qui soit à disposition, qui offre des ressources tout au long du chemin, mais par contre, j'avais pas percuté, c'est une super image de voir il y a les jeunes avant, les entrepreneurs plus avancés après, et que tout ça, en fait, est totalement logique. Bah, tu vois, j'avais même pas conscientisé, mais ouais, bien vu. Voilà, avec plaisir. Avec plaisir. Écoute, Cédric, on arrive presque à la fin de ce moment, on pourrait le prolonger, on va le prolonger, mais en off. Est-ce que tu as envie de nous partager d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, ah tiens, elle m'a pas posé la question, mais j'aurais bien aimé parler de... Non, je crois pas. C'était très complet, très riche. Peut-être ce qui me vient là, de vous partager à vous qui regardez cette vidéo-là, c'est vous pouvez peut-être sentir qu'il y a un écart entre ce que vous sentez que vous méritez de vivre et ce que vous êtes en train de vivre. Ne lâchez pas ce que vous sentez parce que c'est ça votre boussole. Et ne cessez jamais de croire que vous êtes en mesure d'y arriver, que c'est possible. Si vous sentez ce truc-là, c'est que, comme dit mon amie Noémie, il y a une ligne de temps qui vous relie à ce truc. Et si vous le sentez, c'est que ça existe. Pas dans la matière encore, même si votre mental va avoir un petit peu du mal à dire oui, mais j'ai pas de preuve. Ben justement, la foi, c'est croire avant la preuve. Quand le mental humain a besoin de preuves pour croire. Et cette foi, c'est de faire confiance à cette sensation qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on est capable, qu'il y a quelque chose qui est possible, que un jour j'aurai cette vie-là. C'est de rester connecté à ce truc et de le laisser vivre à l'intérieur de nous et de pas l'étouffer à travers de ouais mais ça marchera jamais, parce que ça c'est le mental qui parle. Donc si vous sentez ce truc qui est un écart entre là où vous êtes et là où vous aimeriez être, lâchez-le pas et au contraire nourrissez-le. Parce que c'est ça qui finira par arriver, même si le chemin n'est pas exactement celui que vous avez prévu. Est-ce que c'est de te dire ça aussi à toi, de temps en temps, qui t'a permis d'avancer et de dépasser les 12 années En fait, c'est une bonne question, pas consciemment. On en parlait avec ma femme en venant, et c'est elle qui m'a dit, en fait, tu m'as appris à voir grand et à croire à des trucs qui n'étaient pas là. Alors que elle me dit avant, moi j'étais parti en me disant bah voilà, je vais être orthophoniste toute ma vie, je me fais ma petite vie et ça roule quoi. Donc ça a été présent en moi tout le temps. Et c'est qu'après coup, en regardant en arrière, que tu dis oui effectivement, on dirait que c'est ça qui a été une sorte de fil conducteur tout du long. Mais non, je me le suis pas dit consciemment. C'est juste là. Un message pour tes filles aussi, du coup. Alors ça c'est un point important. Pour moi, le message est plus par l'exemple. Okay. Là, sur le plan de comment on élève, comment on éduque nos enfants, pour moi, je vais reprendre cette phrase de John Maxwell, qui est le père du leadership moderne. Il dit, pour le leadership, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon. C'est la seule façon. Et pour moi, c'est la seule façon vraiment
de transmettre quelque chose de massif et de fort à nos enfants, c'est de leur montrer qu'on incarne ce qu'on dit, que ce que l'on croit qui est possible devient un jour possible, que les choses on peut progresser, qu'on a le droit de se casser la gueule, mais aussi on a le droit de se relever. Donc ce que l'on montre à nos enfants a beaucoup plus de valeur que ce qu'on leur dit. Et c'est aussi une des grandes causes qui est la nôtre à travers l'école des indépendants, c'est montrer à vos enfants que ce en quoi vous croyez est possible, qu'il est possible de bien vivre de son activité, de faire de sa passion son métier, d'avoir aussi une vie à côté, d'avoir un couple harmonieux, une super belle relation complice avec ses enfants, de très bien gagner sa vie, d'avoir les moyens de voyager, de prendre du temps pour soi, que tout ça c'est possible et que c'est pas juste de la théorie. Parce que si on réussit en affaires mais qu'on a sacrifié son couple et sa relation avec ses enfants, en fait on n'a rien montré. On a montré que gagner de l'argent se fait au détriment et au sacrifice de quelque chose. Et comme la plupart des gens croient que réussir c'est dur et qu'il faut forcément sacrifier quelque chose, ben du coup c'est ce qu'ils vivent. Mais nous on les invite à croire qu'en fait on peut tout avoir. Et que si on a tout, on se retrouve avec nos enfants qui se disent, ben oui, bien sûr, je vais me mettre à mon compte parce que mes parents m'ont montré que c'était possible de tout avoir. Au lieu de que nos gamins se disent, je montrerai jamais de boîte parce que je veux pas faire ça à mes enfants. Et je pense qu'il y a une vraie trajectoire et un vrai virage à prendre, encore une fois, dans la façon de mener l'entrepreneuriat. C'est vraiment pour ça qu'on va être les pionniers de cette nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est pas qu'on va concevoir des business différents, mais c'est qu'on va les rouler différemment pour que justement il y ait de l'harmonie complète et qu'il n'y ait aucun sacrifice qui soit fait nulle part. C'est vraiment ça l'idée. Merci infiniment, Cédric, pour cette conversation. Vraiment, je souhaite de tout cœur que les personnes qui nous auront écoutés y auront trouvé beaucoup de valeur. J'ai aucun doute là-dessus. Si on souhaite suivre ton actualité, alors on va où? TikTok, Instagram, LinkedIn, alors normalement le site internet bientôt. Ouais, c'est ça. On essaye d'être de partout. Donc Facebook. Donc si vous cherchez Cédric Esserméan, vous le trouverez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. J'ai un compte Twitter que j'alimente assez peu parce que j'ai tendance à écrire un peu des tartines, ça rentre pas dans les 256 caractères. Sur TikTok bien sûr. Site internet cédricesserméan.fr. Là où ça vous tente. Ok, super. Merci encore une fois de la confiance que tu m'as accordée. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin quand même. Soyez vous-même.